Salut, docteur Grasse. Ouais. Bonjour, Monsieur Warren. Comment tu vas? Oh, ça va très bien. Ok, cool, excellent. Alors, je t'ai invité aujourd'hui dans mon podcast, c'est parce que j'ai vraiment envie de parler de toi, parler de ce que tu fais, parce que je t'ai découvert dans les réseaux sociaux et je réalise que tu fais des choses excellentes. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que pourquoi ne pas inviter une femme, parce qu'à l'habitude, il y a trop d'hommes dans mes émissions que du coup, les gens même commencent à se poser la question, c'est quoi? Est-ce que c'est pas trop sectaire? C'est quoi cette histoire-là, quoi? Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Yeah, bien évidemment, bien évidemment. Déjà, merci de m'avoir invité dans ton émission. Hein, c'est un honneur. Donc, je suis Grace Mabiala, Marlette Dulcinée Mabiala, mais je sais que c'est très long. En Afrique en général, hein, on te donne beaucoup de prénoms, mais donc j'ai choisi un seul, c'est Grace, et puis Mabiala, mon nom de famille. Je suis du Congo-Brazzaville, le pays qui est juste à côté du Gabon. Ouais, la belle famille. Donc, je suis du Congo-Brazzaville. J'ai grandi, quand je suis née, j'ai grandi à Brazzaville avec ma famille. Donc, mes parents, surtout ma mère notamment, elle est du domaine de la santé. Et mon père, il a travaillé un peu dans l'armée et tout ça. Donc, les deux sont retraités. Et ma passion pour la médecine m'est vraiment venue du côté de ma maman, parce que je voyais un peu ce qu'elle faisait quand j'étais petite. Donc, c'est un peu ça. Peut-être dans les prochaines questions, je vais développer. Mais en gros, voilà un peu à mon sujet. Je suis de Brazzaville. Et puis, bon, maintenant, ici, aux États-Unis, je suis en train de travailler dans un projet, dans un centre de recherche, sur un projet sur le dépistage du cancer du côlon chez les personnes noires américaines. Ok, excellent, excellent. Alors, dans ça, tu grandis dans quel environnement? C'est-à-dire, est-ce que tu as des frères et tu as des sœurs? Comment ça se passe l'environnement au pays, dans ton enfance? Oui, donc j'ai une grande famille. J'ai 2 frères et 5 sœurs. Wow. Je suis la dernière. Oh. J'ai clôturé. Wow. Donc, je suis d'une grande fratrie. Donc, je pense qu'en général, en Afrique, on a ce qu'on appelle un peu de brimade là. Quand tu es un peu petit, voilà. Donc, c'est un environnement très convivial hein, dans lequel j'ai grandi et aussi très compétitif. Parce que quand tu as des frères et des sœurs qui sont venus avant toi, qui ont eu des diplômes, qui ont fait de longues études, en fait, l'attente serait que toi aussi, de ton côté, tu fasses de longues études. Ouais. Excellent, excellent. Mais, c'est-à-dire, dans cet environnement dans lequel tu grandis là, qu'est-ce qui te pousse nécessairement à te lancer dans la médecine? Voilà, comme je l'ai dit au début, c'est ma mère. Ma mère, elle est sage-femme de profession. Elle est retraitée aujourd'hui. Et comme j'étais la plus jeune, donc j'étais celle qui restait le plus avec ma maman. Et ma mère avait ce qu'on appelle généralement cabinet médical. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Bien sûr. Donc elle avait un petit cabinet médical où elle faisait des consultations prénatales, où elle aidait certaines femmes pendant la durée de la grossesse et les accompagnait jusqu'à l'accouchement. Maintenant, dans mon cas précis, il y avait des fois où ma mère, elle était de garde. Donc, quand elle était de garde, elle ne pouvait pas me laisser seule parce que mes frères et mes sœurs sont déjà tous grands, indépendants, ils vivent à leurs moyens. Et donc, elle était obligée de m'emmener avec elle. Donc, j'étais son assistante très tôt. J'ai vu comment elle était en train de travailler, je voyais ce qu'elle faisait. Donc, elle m'a appelé mon assistante, viens me donner ça, viens me donner. Donc, elle m'a mis un peu dans le bain, mais le déclic que je me suis dit, moi aussi, je vais faire la médecine, c'est vraiment venu un soir où il n'y avait pas d'électricité au cabinet médical dans lequel on était. Et donc, il y a une dame qui est venue le soir et elle avait des douleurs d'accouchement. Ça ne pouvait pas attendre. En général, on les conduit vers un hôpital plus grand, mais dans notre contexte, ce jour-là, elle ne pouvait pas attendre. Il fallait qu'on fasse l'accouchement. Donc, il n'y avait pas d'électricité. Ma mère m'a demandé de tenir la bougie. Donc, j'ai tenu la bougie. Je voyais comment elle était en train de pratiquer l'accouchement dans ce contexte-là. Et donc, quand j'ai vu ça, j'étais, pour un enfant de mon âge, j'avais, je pense, 7 ou 8 ans. J'aurais pu paniquer, mais au contraire, j'étais là avec Après, elle me dit, bon, dépose la bougie, prends l'enfant. Elle m'a donné l'enfant, on avait des petites couveuses là. Dit, nettoie l'enfant. J'ai commencé à nettoyer, elle les gants et tout ça. Donc, c'était
c'était une très belle expérience pour moi parce que je me dis franchement, un enfant de mon âge, à cet âge-là, j'aurais pu pleurer, j'aurais pu avoir peur, mais j'ai géré l'affaire comme une grande. Et donc, ma mère, elle a commencé à me dire, OK, docteur, fais comme ça, fais comme ça. Et c'était de là où, quand j'ai tenu cet enfant, je me suis dit, non, moi, je ne peux pas faire autre chose que de faire médecine. Et à l'époque, je voulais devenir gynécologue, obstétricienne. Et voilà, et puis je suis allée en fac de médecine. Donc, c'est ça le carburant, en fait, qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Oui, effectivement, le truc, c'est que tu aurais pu paniquer dans cette salle en disant que non, moi, je peux pas attraper l'enfant et tout ce qui va avec, mais vraiment, ouais, c'est comme si elle avait fait accoucher en toi la profession, là, en fait. Exactement. Waouh, excellent. Donc, c'est un peu ça. Alors, mais maintenant, c'est-à-dire que quand tu fais quand tu décides au final que tu as trouvé ta vocation et que tu décides au final de te lancer dans la médecine, tu te spécialises dans quel domaine exactement? Donc, comme ma maman, elle est sage-femme, donc moi, je voulais travailler avec les femmes enceintes et les enfants. Donc, la spécialité médicale qui s'occupe de la gynécologie, de femmes enceintes et enfants, c'est ce qu'on appelle gynécologie obstétrique. Donc au pays, tu dois d'abord faire 7 années de médecine générale et ensuite, de là, tu vas maintenant faire un concours pour faire gynécologie. Et maintenant, pour je ne sais plus quelle raison, je trouvais que la médecine que moi j'envisionnais de faire n'était pas forcément la médecine comme enseignée à l'école. Et donc j'ai eu une amie qui m'a recommandé pour un travail pour une organisation humanitaire qui travaille avec les réfugiés mais qui travaille en zone rurale. Donc j'ai demandé à mes parents, mes parents m'ont dit la seule façon de savoir exactement ce que tu veux faire, si c'est vraiment la gynéco ou une autre spécialité médicale, c'est mieux d'aller là-bas. Tu vas avoir une certaine expérience. Je suis née, j'ai grandi en ville, à la capitale, mais je ne suis jamais allée en zone rurale avant. Donc je vais donc en zone rurale et je vais faire, j'avais prévu faire 1 mois. J'ai fini par faire 2 ans là-bas. Donc, quand j'arrive là-bas, je vois les réalités. Je vois comment, il y a les problèmes problèmes d'alimentation, accès à la nourriture, accès aux soins de santé. Il y avait des problèmes l'expérience où j'ai parlé de la bougie, c'est l'électricité. Après, le courant revient, c'est la capitale. Mais là-bas, il n'y a pas d'électricité H24. Les gens n'ont pas de transport, il n'y a qu'un seul hôpital. Donc, les gens ont besoin de travailler ou de voyager des jours de marche pour arriver à l'hôpital. Et donc, on m'a emmené dans un camp de réfugiés. J'ai vu le camp il y a des expériences qui ne s'expliquent pas réellement, mais qui se vivent. Et je me suis dit, ici, les gens ont vraiment besoin d'aide. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, j'étais jeune, je venais de finir mon doctorat en médecine. Et pendant ce temps, j'étais en train de faire, dans une phase où j'essayais de passer un concours pour faire gynécologie, justement. Mais je sentais que je voulais faire plus que ça. Et donc, le fait d'être arrivé au village, je me suis vraiment rendu compte que c'est ici où je suis utile. Donc, c'est vrai que les conditions de travail étaient très difficiles. On avait beaucoup de patients pour très peu de médecins. Il n'y a pas beaucoup de gens qui accepteraient le confort d'un petit village. Et c'est comme ça que je suis restée. J'ai commencé à rédiger des articles. Je me suis dit, la seule façon pour moi d'aider cette population, ici, c'est d'en parler. C'est d'utiliser la connaissance que j'ai pour essayer de faire des analyses, prendre des données, dire, bon, voici ce qui se passe ici. Nous avons des décès. Il y a des décès maternels ici. Il y a des gens qui meurent. Il y a des enfants de 0 à 5 ans qui meurent. On a des cas de malnutrition. Et je dis qu'il faut que j'écrive dessus. Donc, j'ai commencé à faire des collectes de données. C'était rien de très compliqué, mais c'était au moins une façon pour moi d'utiliser des chiffres pour pouvoir, si j'ai la possibilité d'aller à l'extérieur pour essayer d'en parler. C'est comme ça. Quelqu'un qui m'a recommandé pour une conférence m'a dit, j'ai vu que tu travailles au village et tout ça. Il y a une conférence. Je sais pas si tu seras qualifié, mais parle juste de ce que tu fais. Donc, j'ai écrit une page, j'avais écrit en anglais parce que la conférence, elle était en anglais. Où j'ai juste écrit un peu les obstacles en rapport avec l'accès aux soins maternels pour les femmes en zone rurale habituelle. Et quand j'ai envoyé une page, j'ai écrit ça en une nuit, ils m'ont dit, c'est très intéressant, est-ce que tu aimerais venir en parler et tout, on va te payer le billet d'avion, l'hôtel et le logement. Et donc, je suis arrivée
au Rwanda. C'était une conférence au Rwanda. Je suis allée, j'ai vu d'autres personnes qui, comme moi, voulaient faire la santé, mais qui ne voulaient pas faire la santé seulement clinique. La médecine clinique, c'est quoi? C'est que toi, tu viens chez le médecin, tu dis, docteur, j'ai mal à la tête, moi, je vais te faire une ordonnance. Et je fais ça que à chaque fois, un patient à la fois. Mais si tu veux avoir un plus grand impact, tu as besoin de toucher une plus grande population. Bien sûr. Et donc, j'ai rencontré des gens qui pensaient comme moi, d'autres étudiants qui venaient de finir leur doctorat en médecine. Mais je ne savais pas que cette spécialité-là, ça s'appelait la santé publique. Santé publique qui veut simplement, en d'autres termes, dire santé de la population. Et donc, on a vu une dame qui avait été médecin. On lui a posé la question et c'était l'interview. Nous, on était dans la salle. On lui dit, mais pourquoi vous avez décidé de changer de la médecine clinique? Vous êtes maintenant en santé publique. Et la réponse qu'elle avait donnée, en fait, c'était exactement la réponse c'était comme si elle me répondait à moi directement. Et donc, elle a dit, moi, en tant que médecin, je ne peux soigner qu'un patient à la fois, one patient at a time. Mais si aujourd'hui, j'arrive à mettre en place un projet, j'arrive à changer une loi de santé, je vais changer la vie de plusieurs personnes à la fois. J'ai dit, moi, c'est exactement ce que je vais faire. Et la santé publique a plusieurs branches. Donc, il y a la branche qu'on appelle l'épidémiologie, où les gens font l'étude des maladies, il y a les biostatistiques, il y a plusieurs branches, mais il y a aussi plusieurs types de populations. Et comme moi, ma population souche, c'était les femmes enceintes et les enfants, je me suis dit, comme c'est quelque chose que j'aime déjà, je vais essayer de me spécialiser dans ça, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, j'ai fait peut-être 2 ou 3 mois de Google, je suis allée voir, vérifier, regarder, chercher et donc, je suis tombée sur une filière qu'on appelle donc public health, c'est santé publique. Maintenant, on appelle ça santé maternelle infantile, maternal and child health. Donc, on s'occupe des besoins de la population, mais une population cible qui est la population de femmes enceintes et des enfants. Et donc, il fallait que je trouve une bourse. Donc, j'ai obtenu la bourse qu'on appelle la bourse Fulbright. Donc, c'est cette bourse-là qui a financé mes études de master. Et donc, ils m'ont envoyé dans le Nebraska, ici à UNMC, où j'ai pu faire mon master en santé publique pendant 1 année et demie, je pense. J'ai commencé en 2023, en 2021. En août, j'ai fini en mai 2023. Et donc, j'ai enchaîné par la suite avec un doctorat. Mais maintenant, mon doctorat ici, c'est le doctorat en gestion des systèmes de santé. Donc, avec ma connaissance de santé publique, les stages que j'ai pu faire, et je travaillais quand même à certains endroits, surtout les zones rurales ici du Nebraska, je me suis rendu compte aussi que tu peux mettre en place un projet, tu peux avoir le financement pour mettre le projet en place, mais tu as besoin d'un accompagnement du système, tu as besoin d'un accompagnement de la politique du pays dans lequel tu travailles. Tu peux pas juste venir, les idées sont bien, mais il y a aussi des limites qu'il faut avoir. Je prends un exemple simple. Si je suis au Congo-Brazzaville, je veux soigner une population où j'ai un projet où je veux venir avec un certain financement pour dire, à partir d'aujourd'hui, nous allons offrir des consultations gratuites pour les femmes enceintes. Le projet va durer aussi longtemps que le financement va durer. Si le financement, c'est un financement d'1 année, au bout d'1 année, on va repartir aux mêmes choses qu'on avait avant. Mais par contre, si je viens et qu'on milite pour avoir l'accès, par exemple, à une assurance universelle de santé pour les populations, ça veut dire qu'avec ou sans financement externe, je veux dire, mais si le pays a le système d'assurance médicale, les gens auront accès aux soins. Les gens viendront à l'hôpital différemment. Et donc, c'est comme ça que je suis en train j'ai presque fini mon doctorat d'ailleurs. Je vais finir en mai 2026 là, voilà. Donc donc en gros, c'est ce que moi je fais. Je suis dans la gestion des systèmes. Mais alors, moi je veux quand même revenir un peu à la phase là où tu étais au pays en fait. C'est-à-dire quand tu décides d'aller au village et voir comment est-ce que les gens ont vraiment besoin de toi et de tout ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire quand j'écoute un peu ton parcours, en fait, en vérité, tu avais tout pour rester en ville, en fait, parce que ta mère avait déjà un cabinet, c'est-à-dire tu es la dernière de la fratrie, ça veut dire qu'en vérité, les plus grands sont déjà stables, et toi aussi, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire en sorte que
tu décides de quitter tout ce confort-là, en fait, pour aller clairement te dire, parce que comme tu disais, c'est-à-dire, tu as fait 2 ans au village, c'est-à-dire que tu aurais pu te dire que non, moi, ça m'intéresse pas, moi, je veux juste avoir le fait que moi, je peux peut-être dans le long terme avoir aussi mon cabinet, et puis, c'est bon, en fait. Qu'est-ce qui t'a drive à ce que tu puisses te dire que je quitte tout ce confort-là et faire 2 ans au village? Yeah. Et même pour ajouter, comme j'avais dit au début, j'étais dans un processus pour obtenir, pour faire un concours pour aller faire la spécialité. Et j'ai même eu des offres pour aller étudier. J'ai eu une offre pour aller étudier à Dakar, pour aller faire une spécialité. C'était déjà tout payé. On me disait, tu vas. Wow. Mais comme j'ai dit, premièrement, il y a ce sentiment d'être utile. Et aussi, je ne voulais pas me fondre dans la masse. Ouais. Parce qu'en général, en médecine, au Congo, quand tu fais la médecine, tu fais quoi? Tu fais les 7 ans, tu as fini la médecine, après tu vas faire la spécialité, tu vas faire 4 ans, 5 ans. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je sentais juste que ce n'était pas quelque chose que moi je voulais faire. Ouais. Je voulais plus que ça. Mais je ne savais pas exactement c'était quoi le plus que ça. Ouais. C'est pourquoi quand on m'a dit, fais quand même un tour au village, je me suis dit, ok, bon, ça va me faire comme une année sabbatique, je vais aller, je vais regarder. Et je sais pas comment je dis ça en français, mais quand tu sais ce que tu dois faire ou quand tu sais à quoi tu as été appelé, quand tu es à cet endroit-là, à ce moment-là, tu sais que c'est ce que tu dois faire. Ça. Parce que je suis partie à la base, même la personne qui m'avait envoyé m'a dit, ah, toi tu es une citadine, je peux pas te donner un contrat de plus d'1 mois. Je sais que tu vas abandonner sur le... D'ici là, tu vas venir me voir pour me dire que c'est bon. Donc, je préfère seulement te donner 1 mois. Tu vas quand même, tu regardes. Si tu penses que c'est quelque chose que tu veux faire, tu me dis. Et je lui ai dit, au bout de 2 semaines, je lui ai dit, moi, je vais rester ici. Donne-moi un contrat plus long. Simplement, pourquoi? Parce que quand je suis arrivée, je me suis sentie utile. Le problème, parfois, qu'on a dans les grands hôpitaux, c'est que généralement, il y a une très longue chaîne de commandement. Et quand tu viens de commencer en médecine, il y a encore beaucoup de choses que tu dois apprendre à faire. Et même quand tu finis de soutenir, tu deviens médecin, il y a encore beaucoup de choses que tu connais pas. Donc, il y a encore ce côté où tu dois apprendre, c'est vrai que l'apprentissage, c'est tous les jours, mais tu as cette longue chaîne qui fait que on ne te jette pas facilement dans le bain comme ça. Mais quand tu vas dans un contexte humanitaire, où on n'a pas des gens pour nous aider, où il n'y a pas de médecin, tu vas apprendre à faire des choses que avec peut-être le niveau que tu as de connaissances, tu n'aurais pas pu le faire. Parce qu'on a besoin de toi. Et donc, ce feedback des gens, des populations que tu aides, tu dors bien la nuit. Je me rappelle même quand j'ai passé mon interview pour le Fulbright, la dame m'a dit, what made you stay? Juste comme tu as demandé. Elle dit, mais pourquoi tu restes? Je lui ai dit, le fait d'être utile et le feedback que tu reçois des gens, tu dis, ma vie compte. Et ma vie compte pour une population plus grande. Et ça me donne aussi un objectif de vie, un objectif de carrière et une autre vision. Et parce que même après moi, il y a eu maintenant des étudiants qui ont décidé de suivre le même chemin que moi. Parce que on était tous dans une foule en train de faire la même chose. Mais parfois, on a besoin d'aller au-delà de ce que tout le monde fait. Alors, maintenant, du haut de ton expérience avec la santé en Afrique, alors, c'est-à-dire, d'après toi, quel est le problème au niveau de la santé en Afrique? Pourquoi est-ce que chez nous en Afrique, avec tout ce qu'on a comme ressources, et comme tu le disais, c'est-à-dire que, comme toi tu es du Congo-Brazzaville, moi je suis du Gabon, à la fin de la journée, on a tous les mêmes réalités. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un système de santé adéquat chez nous? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est une très grande question avec beaucoup de raisons. Comme tu as dit, tu as su le dire, en Afrique, on a tous les mêmes problèmes. Et en général, quand tu vas, moi, ma spécialité, c'est en zone rurale, mais quand tu vas dans d'autres zones rurales, et même quand je partage dans mon podcast ce que je fais, je partage les cas, je discute les situations, on voit que ce qui se passe, les femmes qui meurent, par exemple, en zone rurale au Congo, on peut avoir le même contexte qu'on va avoir au Gabon, en zone rurale du Gabon. Et moi, je me dis que la première chose qui me manque, c'est d'abord un système bien défini. Dans beaucoup de pays africains, mon pays, je ne vais pas parler pour d'autres pays parce que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais nous, le problème qu'on a, c'est que as of today, jusqu'à présent, tous nos soins sont out of pocket.
les gens payent par la poche. Ouais. Donc, quand tu compares avec les systèmes de santé, par exemple, ici aux États-Unis, on a l'assurance médicale obligatoire, on a le Canada qui a aussi le Medicare, qui est une assurance universelle. Tu vas en France, ce sont les pays où tu vois qu'ils ont établi un certain système de santé qui fonctionne. Ouais. Et donc, tu te dis que il y a beaucoup de raisons, mais la première pour moi, c'est le problème de financement. Et la plupart des gens, la plupart des cas où j'ai vu des gens mourir, 80% meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital. Ou même quand ils savent qu'ils sont malades, les gens sont conscients. Quand ton corps ne va pas bien, tu sais que tu vas pas bien. Mais tu ne veux pas aller parce que tu sais que ça va me coûter de l'argent qui correspond parfois à une journée de vie, une journée de travail. Et si c'est quelque chose qui dure sur le long terme, c'est mon travail, 1 mois, 2 mois, je peux pas. Et maintenant, quand tu décides finalement d'aller, parce qu'à un moment donné, tu dois forcément y aller, tu vas à un moment où c'est très tard. Je partage un exemple similaire dans mon épisode de mon podcast, épisode 5 ou 6, je pense, où il y avait une dame qui avait une simple appendicite. L'appendicite, c'est un geste très banal, très facile à soigner, et on n'a pas besoin d'une grosse batterie de diagnostic paraclinique pour détecter une appendicite. Un bon médecin, un bon clinicien va te dire ça c'est une appendicite. On t'emmène au bloc, vite fait tu pars. Et cette dame est morte d'une appendicite. Pourquoi? On va dire est-ce que c'est à cause des médecins qui connaissent pas? Non, elle est restée chez elle pendant environ 1 ou 2 semaines. Je pense que c'était 1 semaine. Elle est restée chez elle, a commencé les tisanes et tout. Et le truc c'est que son appendicite s'est perforé. Et donc, ça a pilulé, ça s'est répandu. Et c'est donc, ça a emmené une complication. Et cette complication a rendu sa survie. Elle est décédée à la fin de la journée, comme on dit. À the end of the day, elle est morte. Mais elle est morte pour quelque chose qui est totalement évitable. Parce que, pour elle, elle se disait déjà, moi, je vais aller, on va me demander de faire peut-être une échographie. Je dois payer la consultation. On va me donner des ordonnances. Et donc, elle a fait les calculs, elle a fait les maths, elle a dit, je peux pas. Mais le problème, c'est que ça lui a coûté toute sa vie. Et donc, moi, je pense que la première chose, le vrai problème, c'est d'abord ce manque de structuration-là. Maintenant, il y a beaucoup de débats qui vont être autour. On va nous dire, mais comment on peut implémenter ici l'assurance? Prenons l'exemple des pays où ça fonctionne. Quand on voit, par exemple, que les indicateurs médicaux sont les indicateurs de santé ont un bon score dans les pays européens, mais parce qu'ils ont, premièrement, une assurance qui est universelle. On ne demande pas aux gens d'avoir des soins. Il y a des soins primaires et des soins tertiaires qui sont très avancés, mais les soins primaires doivent être assurés minimum par l'assurance. C'est comme ici, par exemple, on a une assurance de base qui vont te donner X ou Y accès à tel ou tel soin. Maintenant, si tu veux avoir des soins beaucoup plus avancés, ben là, maintenant, on peut ajouter quelque chose au-dessus. Mais que l'accès aux soins ne soit pas une barrière, que l'argent ne soit pas la raison pour laquelle quelqu'un ne va pas avoir accès à des soins. Et c'est un peu ça qui se répand de partout. Et il n'y a que les riches, comme on dit, qui ont accès aux bons soins. Donc, en dehors du côté financier, c'est vrai qu'il y a d'autres aspects, mais pour moi, je pense que c'est le plus important. Parce que la médecine, c'est dans les livres. La médecine, ça s'oublie pas. Tu apprends, c'est vrai, tu vas lire le même livre de médecine on va utiliser en France. C'est le même livre de médecine qu'on va utiliser en Afrique. Et on a de très bons médecins en Afrique. Il y a la connaissance qui est là. Mais je ne pense même pas que tous, même la connaissance qu'ils ont eu à acquérir, ils la mettent en pratique dans le pays parce qu'il n'y a même pas de quoi. C'est ça. Et voilà. Donc, si on enlève le côté financement, on a un manque de plateau technique aussi. C'est pas tous les hôpitaux qui sont équipés comme devraient. C'est quand tu as vécu en Afrique, tu as vu à quoi ressemble un hôpital en Afrique et que tu vas à l'étranger, tu vois à quoi ressemble un hôpital à l'étranger. Tu vois quand même que il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Et là maintenant, c'est de là où on a besoin des politiques de santé. On a besoin on a besoin de des gens qui s'impliquent. Voilà, d'impliquer le gouvernement dans ça. Parce que moi, je vais pas me lever aujourd'hui, décider de mettre
une assurance médicale dans mon pays ou mettre une loi en faveur. Le problème avec nous, c'est qu'on n'a pas de loi en faveur, on n'a pas de loi, il y a rien qui fonctionne. Et tu vois, ici, tout c'est loi. Tu vas apprendre, on en a signé une loi pour mettre ceci en place, c'est comme ça. C'est pas, ça ne veut pas forcément dire que ça marchera à 100%, mais il faut qu'on essaie quelque chose d'autre. C'est ça. Simplement, ce qu'il y a maintenant, ça marche pas. Ouais. Alors, mais maintenant, quand tu étais au pays comme ça, là, au village, là, la phase là surtout, quels sont les cas sur lesquels tu avais l'impression que ça revenait à chaque fois chez les populations? Par exemple, les cas de pathologie que tu as davantage. Est-ce que tu as eu des moments là où tu avais l'impression que au courant de la population que tu aidais, il y avait des pathologies qui se ressemblaient plus en fait? Est-ce qu'il y avait des pas là où il y avait des moments là où tu avais l'impression qu'à un moment donné, telle personne a souffert de la même pathologie, telle ou telle personne? Est-ce que tu as eu ce genre de situation? Bon, on a ce qu'on appelle la surveillance en général. Comme nous, on n'est pas sur le côté clinique, c'est patient par patient, mais on voit un peu le mouvement de la population en général. Donc, on avait des registres, ça se fait dans tous les hôpitaux, je pense, où on met dans un registre le nombre de pathologies, le nom de la pathologie, le nombre de personnes qui viennent pour la même chose. Et donc, généralement, ça tournait surtout en zone rurale autour du paludisme. C'est le paludisme dans tout, voilà. Et donc, c'est quand tu fais la surveillance, donc tu fais comme un recensement des pathologies qui reviennent le plus souvent. On se dit, bon, ici, on a le paludisme et sous toutes ses formes, il y a plusieurs formes. C'est même l'objet de mon épisode de la semaine prochaine, et sur le paludisme. Donc, c'est ça qui revenait le plus souvent. Mais on avait aussi des maladies chroniques, les gens qui viennent pour un diabète, les gens qui ont une drépanocytose. Ce sont des pathologies chroniques sur le long terme. Donc, tu vas avoir une certaine souche de la population, surtout les enfants. Comme moi, j'étais souvent en contact avec les enfants. Donc, tu vas avoir des enfants comme ça qui n'ont jamais été diagnostiqués. Donc, c'est ça. Mais dans le problème avec la surveillance ici, le vrai problème, c'est pas forcément pour quelle raison ils viennent, pour quel type de maladie ils viennent, mais c'est plutôt la raison de la maladie. C'est ça. Donc, si les gens viennent tout le temps pour le paludisme, on va dire, bon, mais le paludisme, qu'est-ce qui le cause? On va dire, c'est la nouvelle. Bon, mais ça vient d'où? Bon, on a des gîtes larvaires, on n'a pas de moustiquaires imprégnés, les conditions dans lesquelles les gens vivent. Ici, il n'y a pas de paludisme, parce que la météo, déjà, ne favorise pas cela. Nous, on est dans un pays tropical. Normalement, oui, ça arrive, mais il faut prévenir. La santé publique n'est pas curative, c'est la science de la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un plan global pour prévenir ça? Parce que si aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des campagnes, en tout cas dans mon pays, il y a des campagnes où on donne les gens des moustiquaires imprégnés. Quand on fait des choses comme ça, c'est pour permettre que si on protège cette souche de la population au niveau de l'hôpital où les gens viendront, on va réduire ce nombre de cas-là. Excellent. Alors, les amis, docteur, grâce à un podcast dans lequel elle parle de beaucoup de sujets en rapport avec la médecine et surtout en fonction de son background, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien de son podcast en dessus de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller soutenir également ce qu'elle fait. Alors, docteur Grace, alors, maintenant que tu arrives aux États-Unis et que tu commences tu te fonds maintenant à la médecine américaine, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire tu vois un peu que les choses commencent c'est-à-dire tu te frottes maintenant à un environnement différent. C'est-à-dire quel est ton sentiment à ce temps-là, c'est-à-dire parce que c'est quand même un gros gap, c'est-à-dire que tu te retrouves là où pratiquement au pays on manque de tout, et là tu te retrouves à un niveau là où pratiquement dans chaque secteur il y a du répondant, c'est-à-dire qu'il y a du matériel et tout ce qui va avec. C'est-à-dire toi, dans ton esprit de médecin qui est né en Afrique, qui a grandi en Afrique, comment tu fais le switch? Est-ce que le switch est facile ou bien il y a quand même un peu quelque chose qui t'amène quand même à te poser la question de savoir pourquoi on n'a pas ça chez nous, etc., etc. Oui, bien sûr que c'est comme le jour et la nuit. Et même l'idée de faire le PhD, quand moi je quitte mon pays, je ne venais pas pour faire un deuxième doctorat. C'était pas dans mes intentions. Moi, quand je venais pour faire. Donc, je disais que quand je suis venue, mes intentions premières n'étaient pas de faire un PhD. C'était d'abord de me focaliser sur
la santé publique, le master en santé publique. Je voulais travailler sur des projets de développement, mettre en place ce qu'on appelle des cliniques mobiles, comment on peut faire pour améliorer. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que le problème n'est pas forcément lié au financement. Parce que les États-Unis font partie des pays qui dépensent le plus en matière de santé, mais qui ont les plus faibles health outcomes. Je sais pas comment je vais dire ça en français, mais les retours, les indicateurs de santé ne sont pas bons. Et c'est ça qui est surprenant parce qu'on peut se dire que aux États-Unis, ils ont beaucoup d'argent, donc c'est vrai que la médecine est très avancée ici, mais les résultats en termes d'accès aux soins, ce n'est pas la même chose dans des pays qui ont un plus petit PIB. Et c'est le cas. Je prends cet exemple juste pour démystifier d'abord, premièrement, qu'on a besoin d'argent, beaucoup d'argent pour que l'Afrique, en tout cas le Congo, ait un meilleur accès aux soins. Non. La différence, par contre, qui se fait entre les États-Unis et les autres pays, c'est le système de santé qui a été adapté aux besoins de la population. Par exemple, quand on est dans notre contexte ici, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui n'ont pas accès aux soins parce que les soins de santé sont un peu plus élevés que l'accès que les gens peuvent avoir. Donc, on a la qualité qui est élevée, l'accès est réduit et le financement est très élevé pour avoir accès aux soins. Et ça fait qu'on a une souche de la population qui peut être ruinée. Aux États-Unis, tu peux être ruiné à cause d'une facture de santé. Mais par contre, si tu es dans un pays comme la Suède, la Norvège ou même seulement le Canada à côté, il y a d'abord des soins de base qui sont offerts par la santé universelle. Ce qu'on n'a pas ici aux États-Unis. Donc la santé universelle, c'est financé par le gouvernement qui trouve des moyens au travers des taxes et tout ça pour contourner ça. Et puis maintenant, on peut ajouter des soins secondaires. Mais si déjà ce minimum est assuré, c'est une volonté politique avant tout, avant que ça soit d'abord un financement. À ce moment-là, on va augmenter l'accès aux soins. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire aussi? C'est-à-dire le fait que on injecte beaucoup d'argent dans quelque chose, mais la population n'en bénéficie pas véritablement. Ça l'est, mais ça devient un business. Healthcare is a business. Parce que sinon on aurait changé la politique de santé depuis longtemps. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de volonté politique. Si le but, c'est que on se fasse de l'argent au travers des consultations médicales, des imageries médicales, tout ça. Si c'est ça le but, c'est de se faire de l'argent, on va pas atteindre l'objectif qui est de soigner la population. Mais si l'objectif d'un pays, c'est de vraiment s'occuper et d'augmenter l'accès soins de santé de la population, l'objectif sera atteint. Même si ce n'est pas à 100%, on n'a jamais eu 100%, mais on aura une grosse partie de la population qui pourra avoir un accès aux soins de santé. Mais l'assurance médicale fait toute la différence. C'est ça. Même ici, où on dit que les outcomes ne sont pas... Ça, c'est comparé à d'autres pays qui font moins, mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même une certaine souche de la population qui a... On a vu quand même la réforme de santé qui a été faite en 2009 avec Obamacare, comment ça a aidé une très grande partie de la population. Donc, le but, c'est quand on met la volonté politique et on met l'objectif qui est d'augmenter l'accès aux soins, on va atteindre cet objectif. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, tu fais même bien de rappeler Obamacare. C'est moi, je suis même dans le programme parce que c'est clair que tout le monde, ça bénéficie, en tout cas à tout le monde. Alors, l'autre chose aussi quand même que j'aimerais savoir, c'est que toi, en tant que médecin, est-ce que tu conseilles aux gens de l'automédication? Parce que chez nous, en Afrique, souvent, comme on le disait par exemple, il y a des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour pouvoir acheter les médicaments. Comme tu parlais par exemple de la dame qui a commencé à prendre du thé parce que simplement elle voulait essayer de pallier à son mal. C'est-à-dire, toi aujourd'hui, quel est ton avis sur l'automédication en tant que médecin? Oui, on va dire que l'automédication n'est pas bien. Ça c'est certain. Mais ce qui m'amuse, c'est que on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose si on ne lui donne pas les autres options. C'est ça. Je n'encourage en aucun cas l'automédication. Mais comment veux-tu convaincre quelqu'un que, tu vois, c'est une question de mentalité, d'éducation, c'est vrai, mais c'est aussi une question de limite de moyens.
les médicaments de la rue qui sont dangereux, on met ça partout. Je me rappelle quand j'étais étudiante, on nous disait l'automédication, ça tue, les médicaments de la rue, ça tue. Ce qui est totalement vrai, c'est dangereux. Mais si on ne donne pas suffisamment d'options à la population, les gens vont se rabattre vers les méthodes qui sont les méthodes qui semblent pour elles les plus affordable. Et donc, elles vont décider, moi, je préfère prendre ça. Il y a même des gens qui ont la capacité de dire, moi, je sens que là, c'est moi le palu. Là, c'est vrai que c'est une question de mentalité, mais c'est aussi une question de manque d'accès. Si il y a quelque chose qu'on appelle ici, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais on appelle ça moral hazard. C'est ce qui arrive quand tu donnes à quelqu'un l'assurance médicale, et donc les gens viennent même quand ils sont pas malades. C'est le contraire de ceux qui ont les soins versus ceux qui n'ont pas les soins. La raison pour laquelle je donne cet exemple, c'est que quand on donne à quelqu'un la possibilité, sa façon de réfléchir va changer. Si aujourd'hui je suis dans un état avec la possibilité d'avoir tous mes frais de santé soignés, paid for, qu'ils ont déjà été payés ou qui vont être payés, ou moi je ne vais rien dépenser, même si je sens qu'il y a même un petit moustique qui a frôlé ma peau comme ça, je vais venir à l'hôpital. Parce que je sais que ce n'est pas une barrière pour moi. Mais aussi longtemps qu'il y a encore des barrières, les gens vont essayer de contourner ces barrières-là au risque, au péril de leur vie, malheureusement. Mais en conclusion, l'automédication, c'est pas une bonne chose. C'est parce que chacun de nous a étudié. Aujourd'hui, même moi, je peux être médecin, je fais ma spécialité en gestion des systèmes, et quand je me sens pas bien, que j'ai mal à la tête, je ne vais pas me faire confiance et dire, ah non, moi, je pense que je connais le diagnostic, j'irai forcément consulter. Donc, accompagnons les mesures éducatives avec les options. Donc, si tu décides d'éduquer la population sur les dangers de l'automédication, donnez-nous une option où on ne va plus aller vers l'automédication. Alors, maintenant, c'est-à-dire que à un moment donné de ton évolution en qualité de médecin, tu décides un temps soit peu de commencer, tu crées un podcast, et c'est même là, dans ce podcast-là que je t'ai découvert, c'est-à-dire que tu décides de commencer à partager un peu ton expérience et les histoires que tu as vécues. Pourquoi c'est important pour toi de parler de ça? C'est important parce que c'est fréquent, et avec l'expérience que j'ai eue ici. Déjà, excuse-moi, c'est quoi le nom de ton podcast? Le nom de mon podcast, c'est Voices from the Field. Les voix du terrain. L'idée m'est venue pour mon podcast, c'était de me dire que moi, j'ai été médecin, j'ai pratiqué là-bas, voici ce que j'ai vécu là-bas, mais je ne peux dire que mon histoire. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont toujours là-bas, qui continuent de travailler, et donc je voulais aussi honorer premièrement les médecins qui sont au front. Moi, je les appelle les médecins au front. Et ils sont là où ça brûle, là où c'est chaud. C'est une façon pour moi de les honorer, de parler d'eux et de dire, voici ce qui se passe exactement dans mon pays, en zone rurale. Mais avec l'expérience que j'ai obtenue, les cours que j'ai fait, parce que nous, on nous emmène à aller étudier les systèmes d'autres pays, comment ça fonctionne. Mais tu réalises aussi que on a les mêmes problèmes, on a certaines similitudes. Mais il y a des pays en Afrique qui, malgré les mêmes problèmes, ont su trouver des mesures innovantes pour pallier aux mêmes difficultés que nous partageons. Je me suis dit peut-être que si le problème n'est pas résolu, peut-être parce que les gens ne savent pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre une histoire, un cas marquant. Je vais partager le cas. Je vais expliquer comment la situation s'est passée jusqu'au décès du patient. Et je vais partager les idées innovantes d'autres pays qui ont eu les mêmes problèmes, mais qui ont trouvé une autre solution pour résoudre ce problème-là. J'ai pris, par exemple, l'exemple sur le cas de l'Inde, par exemple. L'Inde est un pays qui a beaucoup de problèmes de santé qui sont similaires en Afrique, similaires au Congo. Mais tu vois l'innovation dans ce qu'ils ont proposé. Dans un épisode où je parlais d'une dame qui est morte
Après avoir marché 2-3 jours en contraction, ils ont trouvé des solutions. Et ils ont ce qu'on appelle les motomeds aujourd'hui, des ambulances, parce qu'ils ont des voies comme nous, les zones rurales, il n'y a pas de goudron, il y a la pluie. Ils ont innové, ils ont trouvé, ils ont fait comme ça. Au Bangladesh, les cas de malnutrition qui sont fréquents, ils ont utilisé ce qu'on appelle aujourd'hui AI, machine learning. De nos jours, aujourd'hui, tu étends seulement la main de l'enfant comme ça. Ils mettent l'appareil, ça te donne tout l'état nutritionnel de l'enfant. Mais ça se fait dans des pays à moyens très limités. Comme pour dire que on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Avant tout, on a besoin d'argent, c'est vrai, mais on a besoin de savoir ce qu'il faut proposer quand on aura l'argent pour le faire. Donc, si on arrive à mettre en place des mesures qui sont pas, moi, je dis toujours, c'est pas la magie. Si un pays a pu faire, on peut copier de la bonne manière. On va s'adapter, on va voir par rapport à notre population. Il y a en Indonésie, ils ont mis en place des applications mobiles. Nous sommes à l'époque de l'Internet. Nous sommes à l'époque de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons mettre en place où on peut forcément avoir la possibilité d'utiliser ça. L'application que j'ai donnée, l'exemple de l'intelligence artificielle, c'est dans un pays, dans une ville où il n'y a pas Internet, il n'y a pas l'électricité, mais ils ont téléchargé des données, ils ont fait des mises à jour où ils arrivent à utiliser ça. Donc, s'ils font ça, eux, ils ont pu faire ça. Nous, on peut le faire. L'exemple que j'ai pris de la dame qui n'avait pas d'argent, il y a un pays, je pense, c'est l'Ouganda. Dans mon podcast, je parle, disons, des cash, des applications de cash maintenant. Ils ont trouvé avec nos moyens à nous, on peut trouver des solutions qui marchent. Tout à fait, tout à fait. Alors, mais quand même, j'ai quand même envie de te poser cette question-là. Toi qui es médecin, c'est-à-dire, je suis sûr, enfin, c'est clair que ton rapport avec la mort, parce qu'en vérité, je suis sûr que quand tu exerces la médecine, malheureusement, il y a des gens que tu perds dans le traitement et tout ce qui va avec. Quel est ton rapport avec la mort quand tu perds quelqu'un, en fait? Est-ce qu'il y a ce sentiment de culpabilité? Comment tu te sens, en fait? Et surtout, quel est ton rapport avec la mort, toi, en qualité de médecin? Je me dis qu'on soigne les gens pas pour qu'ils meurent. Ça, c'est le premier objectif. Mais aussi, on sait que les gens vont mourir. Je pense qu'il faut pas avoir le syndrome de Superman en se disant que dans mon podcast, je pense qu'il y a un épisode où j'ai partagé le témoignage d'un médecin qui dit elle a perdu une patiente, elle a jamais oublié cette patiente-là jusqu'aujourd'hui. Maintenant, elle a utilisé cette douleur en quelque chose de positif pour se dire que je dois tout faire pour ne plus perdre un patient de cette manière. Il y a des causes évitables. Mourir, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens meurent. Mais nous, en tant que médecins, notre but, c'est de réduire les causes évitables. Il y a des situations où quelqu'un peut faire il peut avoir un accident de la voie routière, la personne meurt sur place. Il y a rien qu'on aurait pu faire, qu'on peut faire sur le coup. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire en amont. Je pense qu'il faut toujours utiliser les victoires et les échecs. La perte d'un patient, c'est un échec en soi. Aucun médecin au monde ne souhaiterait perdre un patient. Mais il faut maintenant maximiser, essayer de comprendre. C'est pourquoi on a ce qu'on appelle les revues. Même ici aux États-Unis, ça se fait. On appelle ça mortality review. Les gens vont s'asseoir, vont dire pourquoi cette personne-là est décédée, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait pu changer. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra, de toutes ces personnes qui décèdent là, trouver la clé. Voilà, pour réduire. Parce que si nous sommes dans une population où le taux de mortalité est élevé, ça va impacter la productivité, ça va impacter l'économie d'un pays. Et tout ça là, ça fait que ça a commencé par un décès et ça fait que le pays ne sera jamais développé, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est à nous de maximiser ces situations-là. C'est très triste de perdre quelqu'un, mais on ne va pas s'apitoyer là-dessus et on va aller de l'avant. On pleure un peu et puis on continue. Est-ce que pendant ton parcours, là, quand tu étais au pays, il y a un cas en particulier dans lequel tu as été vraiment émotionnel qui t'a le plus touché de toutes les personnes que tu as traitées? Oui, et c'est ça. Chaque épisode de mon podcast, je partage ça. Et moi, je pense que l'histoire qui m'a le plus touchée, c'est l'histoire de cette dame
j'ai même ça. Je pense que je dois avoir la photo de ses 2 enfants. C'est cette femme qui a eu des contractions. Comme j'ai dit, elle vivait à 2 jours de marche de l'hôpital. Et donc, elle est venue. Ça, ce sont les populations qu'on appelle aujourd'hui, que les gens appellent pygmées. Donc, il y a déjà pas un bon niveau, un literacy level, donc ils comprennent pas forcément les dangers ou la nécessité d'avoir des consultations prénatales. Il y a beaucoup de traditional birth attendant, comment je vais dire ça en français, les gens qui font accoucher de façon traditionnelle les femmes. Donc, c'est pas forcément l'hôpital qui est la première chose à faire. Donc, la dame, elle se retrouve enceinte. Elle a pas eu de consultation prénatale pendant toute sa grossesse parce que les enfants naissent comme ça. Par la grâce de Dieu, ils naissent, ils meurent pas. Et donc, c'était aussi la même chose. Son mari, maintenant, est parti